Merci Jean-Pierre. Si j'ai bien noté, et je crois avoir été attentif, l'initiation n'est jamais présente que comme passé à la lumière de son futur, as-tu dit. Et il est vrai que le futur maçon, comme le maçon lui-même, finalement, est toujours en retard sur l'instant, si j'ai bien compris. La réalité de ce à quoi il est confronté ne prend de consistance, ne s'incarne que s'il se projette dans l'avenir. Rapport finalement extrêmement complexe au temps, où passé, présent, futur, ne se juxtaposent pas seulement linéairement, mais finissent par s'imbriquer dans une construction intellectuelle. Et Thierry Zarcone, que nous allons entendre dans un instant, met lui aussi en lumière cette complexité qu'entretient le franc-maçon avec le temps, dans entre temps historique et puis, si j'ai bien compris, temps mythique, avec une franc-maçonnerie finalement fortement implantée dans une tradition qui pourrait laisser penser que le franc-maçon est égaré dans un temps moderne d'ailleurs qui entretient lui-même des relations un peu compliquées avec la tradition, et franc-maçonnerie dans le même temps qui se revendique tendue vers le progrès, et ceci dit, pour m'en tenir au temps historique, c'est dire la richesse de l'exposé de Thierry Zarcone qui vient et à qui je cède bien sûr immédiatement la parole. Très chers frères, très chères sœurs, chers amis. En 1849, la franc-maçonnerie française, alors représentée par une obédience unique, le Grand Orient de France, élabore une constitution qui est la première de son histoire. Celle-ci est inspirée et par l'esprit des Lumières et surtout par celui d'une époque nouvelle marquée par deux révolutions, celle de 1789 et de 1848. Donc jusqu'à ce moment, ainsi que l'écrit l'un des auteurs de ce texte novateur, donc de cette première constitution, l'ordre maçonnique n'avait eu en France que des règlements et des statuts. Or, l'un des apports majeurs de cette constitution de 1849 est l'introduction du concept de progressisme. La franc-maçonnerie se définissant dès lors comme une institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive. Pourquoi cette référence au progressisme et de facto à l'idée de progrès? L'explication est simple. S'intéresser passionnément au progrès, à l'instar des francs-maçons de cette époque, c'était vouloir agir sur le temps et s'identifier alors à une histoire en pleine accélération. C'était aussi croire à l'infériorité du passé par rapport au présent et à l'avenir. Il n'y a rien de plus contradictoire cependant que cette attirance presque obsessionnelle des francs-maçons pour le progrès, lorsque l'on sait que l'ordre maçonnique est fondé sur un mythe, celui du Temple de Salomon, qui commande de prendre pour modèle un passé idéal, un âge d'or du métier et de la morale. Ce mythe, que les maçons se doivent de conjuguer au présent, renvoie à un temps hors du temps, que l'on dit sacré, et qui est donc bien différent, pour ne pas dire antagoniste, de celui du monde de ce temps, mais aussi de notre temps, celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui déroule notre histoire. De cette constatation découle l'idée principale que je voudrais défendre ici. Il apparaît en effet que dans sa longue histoire de 3 siècles environ, la franc-maçonnerie a clairement développé une double relation au temps, posture qu'elle a du mal à équilibrer du reste, et c'est sans doute ce qui fait le problème des maçonneries contemporaines. La première est une relation au temps historique, d'abord, de par l'inscription forte de cette association dans les sociétés où elle est implantée. Les historiens montrent en effet que la loge est toujours le reflet de son milieu, de sa culture, qu'elle est un reflet de l'histoire tout court, partout, à Paris, à Londres, à Budapest, au Caire. Les loges expriment les inquiétudes et les espoirs politiques et philosophiques des frères. Mais la relation de la maçonnerie à l'égard de ce temps historique dépasse une simple inscription dans ce temps, puisque les obédiences maçonniques cherchent à s'emparer de celui-ci, qu'elles veulent entrer dans l'histoire.
comme des acteurs de celle-ci. Et elles y sont parvenues. Leur histoire n'est-elle pas, en France, liée de près à celle du développement du libéralisme sous l'Empire libéral et bientôt à celle de la démocratie avec la Troisième République? Toutefois, ce qui fait l'originalité et la complexité de l'ordre maçonnique tient dans le deuxième type de relation que celui-ci développe à l'égard du temps, et qui peut paraître diamétralement contraire à sa fascination pour l'histoire et pour le progressisme. Il s'agit du temps ahistorique, qui est celui de ces mythes joués par ces rituels. Ici, la maçonnerie n'accompagne plus le temps de l'histoire. Elle est le fixateur du premier. Elle peut arrêter ou ralentir celui-ci, stopper la marche du progrès ou la moraliser, réhabiliter le passé et même courber le temps pour le rendre cyclique et introduire l'homme dans l'éternité du mythe, à la fois dans le temps et hors du temps. Tel est le destin de la maçonnerie, c'est-à-dire vivre dans le temps du monde, puisque le maçon est un homme du monde, et dans le non-temps du mythe, puisque c'est le mythe qui fait ce dernier. Mais revenons à la passion des sociétés maçonniques pour le temps de l'histoire et le rejet du passé. L'idée qu'il faut se défaire des institutions anciennes est un héritage du siècle des Lumières. Toutefois, peu après la Révolution, les frères veulent aller encore plus loin. Et la maçonnerie se confond alors, selon un auteur de la revue L'Abeille maçonnique, en 1829, et je le cite, avec la marche progressive de la raison. Fin de citation. Elle est désormais plus que jamais la fille de son temps. Et elle est pleinement de surcroît dans le temps. Mais ne risque-t-elle pas d'oublier le rituel et le mythe que celui-ci exprime? Cela a été le cas à la fin du XIXe siècle. La maçonnerie connaîtrait alors un début de désacralisation. Vient le XXe siècle, et ces grandes désillusions à l'égard de la modernité et du progrès, qui n'ont pas répondu aux espérances que les hommes du XVIIIe et du XIXe siècle avaient mises en eux. Commence une errance intellectuelle qui va du postmodernisme à l'ultramodernité, de la modernité joyeuse du XIXe siècle à la modernité inquiète de l'après-guerre. Les maçons eux-mêmes, quoique héros du progressisme et prêtres de la science, prennent conscience, et très tôt, de cette crise. Leur relation au temps de l'histoire ne peut pas ne pas en être profondément affectée, bouleversée. C'est du reste une figure emblématique du Grand Orient de France, Armand Bédaride, qui exprime parfaitement cette inquiétude dès 1929. Et je le cite, « La science, donc, écrit-il, n'est plus la noble déesse de la recherche de la vérité sur l'univers, mais l'idole qui préside au perfectionnement matériel de la vie pratique. » La maçonnerie va alors repenser son progressisme, qu'elle sait en crise. Elle estime que celui-ci a été perverti, trahi, mais qu'une réorientation, une correction est toujours possible, et qu'il faut encore et toujours aller de l'avant. Elle estime surtout qu'il y a deux progressismes, souvent confondus. Un progressisme certes social, mais aussi une voie progressive, qui se rattache à ses mythes et à son rituel, et qui la délivre des liens du temps historique. Bref, un progressisme, disons, initiatique, qui moralise le progressisme social. Mais les obédiences maçonniques sont divisées au début du XXe siècle, quant à décider lequel de ces deux progressismes doit donner sa loi à l'autre. La franc-maçonnerie est plus qu'une association philosophique. Il faut la rattacher, pour mieux la comprendre, à ces nombreuses autres associations, organisations du monde prémoderne, ou d'Afrique, d'Asie et d'Amérique aujourd'hui, que les anthropologues qualifient de sociétés de tradition. Ces sociétés ont un caractère secret, ou plutôt fermé, et cooptent leurs membres afin de leur enseigner, sur le mode du mythe et dans un cadre rituel, une méthode de transformation d'ordre spirituel ou psychologique. Le rituel maçonnique, comme d'autres rituels religieux, met donc un mythe en histoire. Il le joue comme une pièce de théâtre, avec des acteurs qui sont les maçons eux-mêmes. Or, le mythe est un texte qui relève et de l'écrit, puisqu'il est écrit dans une langue, et de l'oral. Il est donc pris dans le temps, parce qu'une langue le porte, mais il échappe aussi à celui-ci. Et je vais m'expliquer. Le mythe
et le rituel régulent d'une manière générale les sociétés sans écriture, qui s'appuient sur l'oralité, et qui sont, nous disent les ethnologues, sans histoire. Celles-ci, en effet, n'ont pas fixé de mémoire proprement historique. Elles n'ont pas déroulé ni mesuré le temps, et elles s'appuient essentiellement sur un référentiel mythique, une histoire cyclique qui va et revient, fondée sur le « il y a très longtemps ». Ce qui est tout à fait le cas de la maçonnerie et de ses mythes. Celui du temple de Salomon, par exemple, qu'elle joue depuis des siècles, de l'époque des rois à celle de la globalisation. Son rituel, par ailleurs, ne fait-il pas dire à ces initiés qui ne savent ni lire ni écrire, mais seulement épeler? La maçonnerie ne montre-t-elle pas qu'elle se place de facto en dehors de l'histoire et du temps historique? Serait-elle une société sans écriture? Oui, mais en partie seulement, à travers justement ce qui la rattache au mythe et à l'oralité. Car, de notre côté, sa passion de l'archive l'inscrit plus que jamais dans le temps. A-t-on jamais vu organisation aussi sensible à la mise par écrit de son histoire, fixée dans ses livres d'architecture et ses correspondances obédientielles, et du temps et hors du temps? On retrouve à nouveau cette double relation que l'ordre cultive avec la temporalité. Quant au mythe, ou au mythe maçonnique au pluriel, car le mythe de la construction du temple de Salomon, s'il est dominant, n'est pas le seul. Ils sont transmis, ces mythes, sur un mode hybride qui croise le discours, l'image, c'est-à-dire la métaphore, et la gestuelle. Ils se rattachent donc autant par la langue qui le porte et à l'éternité le non-temps, ou le temps sacré, entendu comme séparé du temps historique, par le thème qui l'illustre. Ainsi que l'écrit Claude Lévi-Strauss, le mythe se rapporte toujours à des événements passés. Et je le cite, « Toutefois, ces événements censés se dérouler à un moment du temps forment aussi une structure permanente qui se rapporte simultanément au passé, au présent et au futur. » Fin de citation. Passé, présent, futur, en simultané. Cette simultanéité, un anthropologue des religions l'a appelée le passé présent. On le voit, rien n'est plus difficile que de décrire ce temps, et non tant du mythe. Les mots nous font défaut. Certains auteurs expliquent ce que ce temps n'est pas, mais ils ne savent dire ce qu'il est, sinon qu'il est sacré ou extraordinaire. Et littéralement, selon le mot d'un anthropologue américain, il est un temps à l'écart du temps social ordinaire, un time out of time, comme il dit. Or, ne décrit-on pas le passé d'une manière générale, le sacré, je veux dire, d'une manière générale, en disant qu'il est tout ce qui n'est pas profane? Mais qu'est-il alors? J'en resterai pour ma part à l'idée du passé présent. Si l'on pousse plus loin l'interrogation sur le temps du mythe, on constate que le mythe ne déroule pas le temps, mais qu'il le courbe, qu'il le suspend. En effet, les rituels de toutes les sociétés de tradition accordent une place particulière au moment de la rupture, au passage de l'histoire au mythe, à la suspension du temps, qui est aussi une entrée dans le secret. Chez les francs-maçons, ce moment est marqué par une ouverture et une fermeture, et dans certains rites maçonniques, par l'entrée dans un temps symbolique, un midi qui s'achève avec un minuit. Cela est confirmé par l'un des plus anciens rituels maçonniques connus du grade d'apprenti, 1737, où on lit « Quelle heure est-il » Minuit plein. Mais le mythe va au-delà de l'adoption d'une heure ou d'un moment précis, midi ou minuit. Car le changement de rythme temporel cache, plus que l'adoption d'un nouvel horaire, une sortie du temps. Il faut le reconnaître. Le temps cache sa disparition par une illusion de temps, par un simulacre symbolique. Un texte maçonnique plus ancien encore que celui que je viens de citer, daté de 1724, confirme que midi et minuit n'ont aucune importance, car c'est le changement d'heure qui est essentiel. À la question « Quelle heure est-il » il est répondu « Ça va sur 6 ou ça va sur 12 ». Et un autre rituel, enfin, celui d'un haut grade, le vrai maçon académicien, indique « à tout temps ». En fait, le mythe ne veut plus mesurer le temps. Il veut le suspendre en le courbant. L'histoire mythique,
pour respecter cette réversibilité, s'appuie sur l'éternel retour des choses et des événements. Roger Bastide, l'anthropologue Roger Bastide, excellent observateur des cultes animistes d'origine africaine au Brésil, relève justement que le temps du mythe, et je le cite, se compose toujours de périodes de chaos et de récréation, de destruction de l'ordre normal et de rétablissement de l'harmonie perdue. Fin de citation. Que l'on songe à ce temple de Salomon que l'initié maçon apprend dans les grades symboliques à construire et qu'il doit, à l'instar du Zorobabel de la Bible, reconstruire dans certains hauts grades de la maçonnerie. Bref, le temps sacré, faut-il en déduire, n'est pas un temps, mais une absence de temps. On a dit que le temps est intimement lié à la langue. C'est un autre point qu'il nous faut aborder ici, puisque le rituel est aussi un discours qui raconte le mythe avec une langue particulière, mais qu'il manie d'une manière originale. Les hommes pensent en effet à travers leur grammaire, et ils sont influencés par les conceptions du temps propres à celle-ci. Or, rien comme ces langues particulières ne divise autant les hommes. Par exemple, l'arabe, l'hébreu, remplace l'idée de passé et de futur par celle d'une action accomplie ou inaccomplie. Le mythe de la tour de Babel illustre parfaitement cette division, et ce n'est pas un hasard si les francs-maçons et même leurs prédécesseurs, les auteurs des Old Church, ont intégré ce mythe à leur rituel. L'ordre, comme l'ensemble des sociétés de tradition, veut répondre à sa façon aux limites de ces langues qui menacent sa quête d'universalité. Il leur substitue donc un moyen de communication révolutionnaire. Il s'agit, précise un rituel de 1742, d'une nouvelle manière de se reconnaître et de converser par signes. C'est proprement la langue du mythe qui dépasse les grammaires. Et je citerai encore Lévi-Strauss, qui s'est interrogé sur ce point lorsqu'il étudiait les sociétés de tradition amérindienne. Et il notait, je le cite, que le mythe est perçu comme un mythe par tout lecteur dans le monde entier, et que la valeur du mythe persiste en dépit de la pire traduction. Et il opposait au mythe la poésie, rien de plus intraduisible. D'un autre côté, les rituels des sociétés de tradition ont plusieurs manières de jouer la suspension du temps et de suggérer l'invariant, que l'on peut rendre aussi par l'éternel. C'est une spécialiste américaine des Ritual Studies, Catherine Bell, qui l'explique. Elle nous dit « Le secret, c'est la répétition des discours ou des gestes, car cette répétition, explique-t-elle, je la cite, ignore le passage du temps en général. C'est un phénomène bien connu dans le rituel maçonnique. Pour Mircea Eliade, ce qui est répété, ce sont des paroles ou des gestes paradigmatiques qui constituent une abolition implicite du temps profane, de la durée, de l'histoire. Il faut penser que la répétition vise à saisir par le rituel ce que l'on peut appeler un temps sacré, qui n'est, semble-t-il, qu'une addition d'instants fixés dans la répétition. L'éternité ou le non-temps comme addition d'instants ou de passé présent. Rappelons que pour les mystiques musulmans, les soufis pour citer cela, car ce sont ceux que je connais le mieux, l'être réalisé est appelé le maître de l'instant, c'est-à-dire le maître d'un instant qui confond le début et la fin, qui n'a ni début ni fin et qui est présenté comme l'essence cachée du temps. On peut encore s'interroger, avant de conclure, sur les caractéristiques de l'expérience que vit l'initié dans le temps sacré. Celui-ci est invité, en effet, à jouer un mythe qui lui enseigne comment construire et reconstruire, également mourir et renaître. Il apprend aussi à s'exprimer dans une non-langue qui conjugue les actions dans un passé présent et qui courbe le temps. Son corps est dépouillé et subit des épreuves dans les rituels français. Et surtout, il se soumet dans un non-espace à un mouvement circumambulatoire, une marche progressive, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, que les premiers rituels anglais nomment tour et que les Français traduiront par voyage. Pour les anthropologues qui ont étudié les initiations dans des cultures différentes, et je reprendrai ici l'anthropologue américain que j'ai cité un peu avant, le mythe et le rituel, et je le cite, coupent l'initié de l'état de vie sociale et mentale dominé par la raison et lié au temps du monde.
Il neutralise le fonctionnement du mode conceptuel analytique. Il faut l'entendre également, à mon sens, en ce qui concerne la maçonnerie. Dans un premier temps, l'initié est mis à l'écart, coupé de son mode de vie de tous les jours, mais la rupture la plus profonde, qui produit ici une nouvelle aporie, est que la raison congédiée est celle-là même que la pensée des Lumières avait dignifiée et que la franc-maçonnerie avait fréquemment, dès le XVIIIe siècle, identifiée à la lumière transmise par son initiation. Cela dit, il n'empêche que le maçon de cette époque s'empare aussi du temps de l'histoire, afin d'accompagner le progrès pour le meilleur et pour le pire. Que conclure enfin, en quelques mots, de cette incursion dans les deux temps de la franc-maçonnerie? L'ordre maçonnique présente, il importe de le rappeler, un cas unique de société de tradition implantée dans un espace géographique et temporel qui s'est pourtant construit en grande partie contre l'idée de tradition. Devrait-on en conclure pour autant qu'une telle maçonnerie de tradition serait égarée dans le temps et le mode de la modernité? Ou au contraire, ne devrait-on pas considérer qu'elle est aujourd'hui peut-être plus que jamais nécessaire pour pallier aux dérives du progrès et corriger son tempo déréglé? Cette dimension Janus de la maçonnerie, sa double relation au temps de l'histoire, d'hier et d'aujourd'hui, et à celui du temps sacré constitue, en quelque sorte, et réellement, une vraie source d'harmonie. Le maçon est en mesure d'équilibrer son rapport à ces deux temps, à vivre dans l'histoire, qui est aussi celle du présent, et à se ressourcer dans la sacralité atemporelle du mythe. Merci pour votre attention.